Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Bonsoir Maude. Bonsoir Mélane, merci, merci pour ce moment. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais juste prendre. Bonsoir Mélane. J'essaie de lancer en même temps, mais la technique et moi, ça n'a jamais été extraordinaire. J'essaie de lancer ça en Je même vais temps. partager aussi, juste le temps que les personnes arrivent et se connectent. Voilà, ça arrive tout doucement, donc on va partager sur nos pages respectives. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont là aussi, vous pouvez, en tout cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager aussi sur vos propres réseaux pour inviter les personnes à nous rejoindre. Bon, pas sûr moi d'y arriver, mais en tout cas, si toi tu y arrives, c'est déjà, Ouais. c'est déjà très bien. Attends, si je vais essayer de te taguer. Attends, Ouais, comment je vais faire? tag-moi, ce sera Je vais beaucoup te plus simple. taguer. Comment je vais faire? Ah si, identifier. Hop. Écoute, ça y est, je crois que c'est peut-être publier un statut. Ah, mais je crois que j'y suis là. Je crois que j'y suis. Avec un peu de chance, je fais publier, ça devrait être bon. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi maintenant Oui. que la technique est réglée. J'espère que ça fonctionne bien pour tout le monde. Bon, en tout cas, il y a déjà du monde. Merci pour vos petits commentaires. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, dans ce live avec Maude Ankawa. Maude, vous avez peut-être au moins entendu parler de son best-seller Kilomètre Zéro, si vous l'avez pas lu. Voilà, le best-seller Kilomètre Zéro et Respire, donc qui est ton deuxième roman. Et j'ai ouï dire que tu étais en train d'écrire le troisième. T'as bien ouï dire. T'as bien ouï dire. Je confine dans le sud pour me poser, écrire le troisième. Je suis toujours un peu longue, tu vois, à écrire, mais je suis bien lancée là. Je me sens bien inspirée. Donc, ouais, j'en suis. Il va pas sortir tout de suite puisqu'il est en écriture, mais effectivement. Ça te prend combien de temps pour écrire un livre à J'ose peu pas te le dire tellement c'est long. Kilomètre zéro, j'ai mis 2 ans. Alors évidemment, vu comme ça paraît pas forcément très long, mais quand tu parles avec d'autres auteurs, tu t'aperçois que les auteurs écrivent très très vite, des fois en 3, 4 mois. Moi, pas du tout. Kilomètre zéro, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Respire, un peu moins. Tu vois, c'est l'entraînement qui fait que tu dépasses un certain nombre de peurs, tu dépasses un certain nombre d'obstacles, de croyances. Et le deuxième, donc Respire, j'ai mis 1 an à peu près. Mais je ne crois pas que celui-ci, je mettrai moins d'un an. Donc voilà, j'en profite et je le traverse. Voilà, j'ai vraiment besoin de le vivre pleinement pour l'écrire. Et on peut savoir le thème ou c'est secret? Et non, pour l'instant, c'est assez secret. En fait, bon, ça reste un roman initiatique. Pourquoi je te dis secret? Parce que je suis assez fragile dans l'écriture et j'ai besoin de ne pas être influencée. Donc, même mon entourage très proche ne connaissent pas le nom des personnages. Tu vois, j'essaye vraiment de maturer ça. Déjà, j'écris pas, tu vois, je peux écrire la fin avant le milieu, etc. Donc, j'ai simplement besoin de poser les choses, de les écrire complètement. Et une fois que je les écris, là, je commence à en parler à mon éditeur, à mon entourage qui a accès. Mais tu vois, j'ai vraiment besoin de rester dans mon énergie et dans mon alignement et ne pas être trop influencée par l'extérieur. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais voilà, ça restera un roman initiatique autour. Le premier se passe dans l'Himalaya, le deuxième se passe en Thaïlande, exactement. Merci. Et le troisième, pareil, sera un voyage ailleurs. Et j'ai déjà hâte de le partager avec vous parce que je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. Ouais. En tout cas, un voyage intérieur, on imagine. Complètement. Et écoute, merci déjà pour ces infos exclusives, un peu à moitié. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette de suivre ça. En tout cas, je sais que ton roman est très apprécié et puis qui fait du bien à beaucoup de gens. Et donc, en tout cas, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui t'ont déjà lu et qui apprécient et vraiment qui t'encouragent et qui ont hâte de lire ton troisième roman. Et je prends tous ces encouragements, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je reçois beaucoup de messages tous les jours et ça m'aide beaucoup de voir à quel point Kilomètre Zéro ou Respire, le plan est toujours parfait, aide les gens parce que ça me booste, tu vois, dans ce que je fais. Et des fois, quand je procrastine ou je me décourage un peu, je dis, ah non, mais tu vois, je reçois un message le matin, 2, 10.
Et je dis, non, non, t'as pas le droit d'abandonner, t'as pas le droit de, tu vois, donc ça me booste vraiment. Donc, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. C'est un vrai bonheur. Déjà, merci de nous partager ça parce que du coup, ça nous permet aussi de rentrer dans le thème de ce soir qui est comment accueillir nos émotions difficiles. Et là, ce que tu es en train de partager, c'est aussi ta vulnérabilité. Et pour moi, c'est aussi important. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mode, fait partie, je ne sais pas en fait parler au futur, présent, en tout cas fait partie des intervenants des Guerriers Pacific Day qui normalement devait avoir lieu ce samedi. Donc pour moi, ce samedi sera journée de deuil national. Mais non, je crois pas. Au contraire, dis-toi bien que le plan est toujours parfait et que ce sera encore mieux en 2021 et on sera plus détendu parce que je pense que cette mauvaise période sera derrière nous. Donc moi, je crois au fait que, tu vois, je suis sûre qu'il y a des gens qui voulaient venir et qui pouvaient pas venir pour X raisons et qui seront là à la date, à la prochaine date. Donc tu sais, je crois que c'est parfait. C'est parfait. Mais voilà, je dis ça et en même temps, je crois fondamentalement aussi que il sera encore plus puissant, encore plus profond et qu'il sera encore mieux parce que déjà j'aurai encore plus de temps pour le préparer. Mais c'est surtout, j'imagine toi, moi, tous les intervenants, nous-mêmes, cette période-là nous fait cheminer personnellement. Et du coup, je sais que moi, je vais utiliser cette matière-là encore plus pour l'amener dans les conférences. Et donc, bien sûr que et on aura plus de sagesse, plus de maturité 6 mois après, tu vois. Donc, tout va bien, ce sera encore mieux, ce sera un autre niveau, c'est sûr. On aura dépassé un certain nombre de choses pendant cette période assez troublante. Donc, non, je suis sûre que ce sera le bon moment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Moi aussi, au fond, même si, voilà, il y a un petit côté de... Mais on sera avec toi le 28, on sera avec toi samedi et on enverra toute cette belle énergie parce que je sais à quel point c'est énormément de travail, et donc forcément une espèce de frustration. Mais je crois que c'est ça, c'est aussi le thème du jour, les émotions et je crois que cette frustration et cette contraction qu'on peut avoir quand quelque chose se passe pas exactement comme on le veut, la souffrance est vraiment liée à ce temps d'acceptation. Dans tout ce qu'on vit, le temps de cette acceptation, c'est le temps où on va souffrir. Donc, plus vite est l'acceptation, plus vite la souffrance va diminuer. Donc, c'est comme c'est et malheureusement, on ne peut rien faire. Et moi, je me rends compte que bien des fois, j'étais frustrée d'une situation à un instant T, mais finalement, ça a toujours été pour quelque chose de mieux qui devait m'arriver. Et alors, sur l'instant, évidemment, c'est horrible parce que tu as mis énormément d'énergie, c'est des réservations de théâtre, c'est énormément de logistique, c'est les billetteries, etc. Et puis, forcément, c'est l'enfer. Mais je parie une chose, Mélane, c'est que tu auras de la matière profonde à raconter de ce qui sera arrivé de ça. Et on va tous grandir de ça. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est clair. Du coup, puisqu'on parle justement un peu de cette période-là qui est inconfortable pour tout le monde, toi, comment tu la vis? Est-ce que justement ça génère des émotions difficiles pour toi ou tu es plutôt dans l'acceptation, tu surfes sur la vague ou tu es aussi confrontée? Bien sûr que je suis confrontée comme absolument tout le monde. Cette année a été vraiment une année bouleversante dans ma vie, dans mon quotidien, avec des dommages collatéraux, avec évidemment. Après, je crois que les émotions, et moi, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre les émotions, mais je ne crois pas aux émotions négatives, aux émotions. On parle d'émotions difficiles ou certes. Pour moi, sont des émotions inconfortables et les émotions en général sont inconfortables à part la joie. Si on prend les émotions principales, en tout cas, tu as la tristesse, la peur, la colère, la honte et la joie. Évidemment que tu en as 4 qui sont inconfortables et puis une qui est vraiment notre état de base. Donc, on dit toujours que les autres sont des émotions négatives. Et en fait, pas du tout. Les émotions, déjà, nous rendent vivants. Et on voit bien que si on n'avait pas d'émotions, si on ne connectait pas ces émotions, on n'aurait pas cette vie en nous, cette vibration en nous. Et puis ensuite, le deuxième intérêt de ces émotions, c'est qu'elles nous alertent de quelque chose. Que tu les prennes une par une, chaque émotion a un message, et à chaque émotion, on peut poser une action. Mais si on n'entendait pas cette émotion, ce serait dramatique.
Alors, pour répondre à ta question, évidemment, je vis dans cet inconfort. Moi aussi, je le racontais, tu vois, dans ce deuxième confinement, j'ai décidé de rester dans le sud parce que je commençais à prospecter un peu dans le sud. Et puis, je me retrouve là à devoir faire un choix entre rentrer à Paris, rester dans le sud. Et puis, je connaissais personne ici. J'avais pas d'endroit où rester vraiment. Donc, il a fallu passer cet inconfort, ces peurs. Mais au final, 3-4 jours après cette période de turbulence, je me suis dit, ben voilà, j'ai bien fait de rester. Il fait beau, je rencontre des gens même à distance, etc. Donc, bien sûr que tu vis tout le temps ces moments inconfortables, dès lors d'ailleurs que tu sors de ton connu. Dès que tu sors de ton connu, de ton contexte, etc., immédiatement tu es dans l'inconfort. Et quand tu es dans l'inconfort, ben, tu vis des émotions inconfortables. Mais ce que j'ai compris, c'est l'objet de mon deuxième roman, de mon second roman, Respire, le point est toujours parfait. Je parle beaucoup des émotions et des messages que les émotions ont à nous donner. Parce que si je reprends ces 4 émotions principales, on s'aperçoit que chaque émotion a un message précis et c'est toujours le même. Toujours le même. Si je prends par exemple la peur nous annonce un danger et c'est toujours le même. Donc la question qu'il faut se poser quand on a peur, c'est de quoi j'ai peur? Alors ça peut être une vraie peur. Quand je dis une vraie peur, c'est une peur dangereuse qui est, t'es dans la jungle, t'as un lion face à toi, évidemment, t'as peur. De quoi j'ai peur? Quel danger je suis en train de vivre? Je suis en train de vivre le danger que je vais peut-être me faire manger par le lion. Donc ça, c'est une peur tangible et je le vis comme un danger de mort. Ça, c'est une peur. Mais il faut savoir que 92% de nos peurs ne sont en fait qu'un film qu'on se raconte. Alors ça donne, mon patron me convoque dans son bureau et là, qu'est-ce qu'il va me dire? La réunion avant s'est mal passée, il y a eu quelque chose d'un petit peu turbulent, alors est-ce qu'il va me virer? Est-ce que ceci, cela? Et là, je commence à me raconter un film et je rentre dans la même peur du danger profond de mort, qui est si je perds mon travail, peut-être que les gens vont moins m'aimer, et puis voilà, et puis je vais me retrouver seule. Et il y a toujours un danger de mort au fond, et mon corps réagit comme si c'était vrai, comme si j'étais face à ce lion. Et c'est là qu'on commence à être en stress. Donc la peur nous parle toujours d'un danger, et la question c'est de quel danger je crois être confrontée. Se faire courser par des ânes, par exemple. Par exemple, voilà, je vois qu'il y en a qui suivent mes lives. J'ai 2 ânes dans le champ d'à côté, là, avec une grande aventure, une grande anecdote avec mes 2 ânes et le propriétaire des ânes, mon cher voisin qui s'appelle Arthur. Et donc, merci pour ça. Alors, j'ai du mal à lire les commentaires en même temps, mais si toi, tu arrives à le faire, c'est génial. Donc, voilà, la peur, voilà, tu vois, la peur devant le danger. Après, tu as la tristesse. La tristesse nous parle de perte. Donc à chaque fois qu'on est triste, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je suis en train de vivre comme perte? Alors ça peut être la perte d'une relation, mais ça peut être des pertes microscopiques. Tu vois, on vit des centaines d'émotions chaque jour, à chaque moment. Dès qu'on est décentré de la joie, hop, on peut aller vers ces autres émotions. Et à chaque fois qu'on est dans cet inconfort d'une émotion qui nous semble négative, mais qui n'est pas négative, c'est hop, on se pose la question. Donc la tristesse nous parle de la perte, mais ça peut être aussi la perte simplement de je casse une tasse que j'adorais et voilà, et c'est la perte d'une tasse et pourtant c'est une micro-perte, mais je sens un petit peu de tristesse. Ouais, c'est aussi la perte aussi des fois d'un idéal, d'un espoir, c'est un deuil. Exactement. Exactement. Dès qu'il y a tristesse, c'est qu'il y a perte de quelque chose. Perte d'une relation, perte d'une histoire, perte d'un espoir, perte de matériel, hop, je sens la tristesse. Donc la question, c'est qu'est-ce que je suis en train de perdre? Et j'ai la réponse à ma tristesse. Et puis pour finir avec la colère, qui est aussi une émotion majeure, la colère nous parle de l'injustice. Donc à chaque fois que je ressens de la colère, je sais qu'il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se jouer. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est injuste? Ça ne veut pas dire que l'autre en face est injuste pour de vrai, mais moi, je le prends comme une injustice. Et donc, je ressens la colère. Chez moi, quoi. Exactement. L'injustice ou l'irrespect. Donc, à chaque fois que je sens de la colère, boum, je sais. Donc, pour répondre à ta question concrètement, c'est est-ce que toi, cette période te met dans ces émotions? Bien sûr, à chaque seconde. Parce que ça me renvoie de l'injustice de certaines personnes qui peuvent pas ouvrir leur commerce, donc comment je mets en action les choses pour écouter mon émotion, écouter cette colère par exemple, et de dire voilà, je sens ça, je sens que c'est injuste pour un tel, et puis
Du coup, voilà, par exemple, pour les libraires, ils n'ont pas pu ouvrir, etc. Qu'est-ce que je peux faire moi? Et je mets en action une petite main tendue qui va faire qu'avec cette main tendue, ça fait des actions différentes, et puis on peut grandir ensemble. Donc, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à réconcilier mes émotions, mais en fait, c'est une aide extraordinaire, c'est une boussole extraordinaire. Et le problème, c'est qu'on nous apprend pas les émotions. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit, on nous apprend plein de choses, mais on nous apprend pas à vivre ces émotions. Et je crois qu'en réapprenant ça, en réapprenant les messages de ces émotions, alors là, il commence à se passer des choses assez exceptionnelles. En fait, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est on a tendance et en plus souvent on a été éduqués comme ça à réprimer aussi nos émotions. Donc la colère c'est mal, faut pas être triste. Enfin, c'est toujours il faut pas. Bien sûr. Et finalement, moi aussi j'aime bien la métaphore aussi de voir l'émotion un petit peu comme un torrent qui a besoin aussi de passer à travers nous. Et plus on va se laisser traverser par ce courant-là, au lieu de fermer le couvercle et de verrouiller et de laisser déborder la marmite, au contraire, c'est en tout cas c'est une émotion parce que ça vient de motion, donc mouvement, et donc de se laisser traverser par ce mouvement intérieur qui a besoin juste de circuler. Et en effet, comme tu dis, en enlevant l'étiquette de bon ou de mauvais, et là en l'occurrence de mauvais, et juste d'aller chercher justement le besoin racine de cette émotion-là, bah, ça nous permet de l'accueillir beaucoup plus facilement, quoi. Complètement, et de l'accueillir, de l'accepter, de se rendre compte que c'est absolument normal, et au contraire, ce serait anormal qu'on ne la ressente pas. À partir du moment où on a la chance de la connecter, de la ressentir, déjà on a fait un pas énorme. Et une fois qu'on est là, on peut se poser quelques minutes avec cette émotion. Une émotion dure très très peu de temps à partir du moment où on l'infecte pas par la pensée. Parce que si j'ai peur et je commence à avoir des pensées négatives autour de oui mais si plus tard et si ceci et si je perds ça, et ça, immédiatement la peur prend de l'ampleur. Et en fait, le simple fait de prendre de la distance avec ça, il y a naturellement, la peur arrive, elle délivre son message, elle dure quelques secondes et elle s'en va à partir du moment où simplement je l'écoute. Et là, une fois que je suis là, je peux prendre le temps que je veux pour l'accepter. La tristesse, je pleure, j'ai le droit de pleurer. Toutes les émotions, d'ailleurs, amènent une émotion de larmes. Et à ce moment-là, bien naturellement, je peux l'accueillir, je prends le temps de l'accueillir et puis de poser les actions justes qui vont avec. Il y a une injustice, quelqu'un m'a dit quelque chose, ça m'a blessé, je peux prendre le temps de l'accueillir, d'accepter cette tristesse, accepter cette colère, et puis naturellement de prendre le temps soit de parler avec la personne, soit de me parler à moi, soit et de poser les gestes justes, les actions justes, pour pouvoir me respecter et puis respecter l'autre de la même façon. Donc, c'est une énorme boussole. Je crois que c'est une des boussoles. Moi, j'ai compris que c'était une des boussoles fondamentales, bien plus que le cérébral, que de reconnecter avec son corps, son cœur, et de fait, ces émotions qui savent exactement, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si on se ment soi-même, au fond de nous, tu vois, on sait que quelque part, il y a un truc qui cloche. Ou on sait quelque part, d'ailleurs, tu poses la question à n'importe qui, même s'ils prennent pas le temps d'écouter ce qu'ils ressentent dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Ils savent exactement que là, ils sont en colère, ou là, ils sont tristes, ou là, ils ont peur, ou là, ils sont en joie. Tu peux me poser la question, oui, alors là, lui, il m'a mis en colère. Ah bon, et ça s'est passé comment dans ton corps? Oh, je sais pas, mais moi, j'étais en colère. Mais comment tu le sais que tu étais en colère? Ah ben, je le sais. On sait dire que c'est pas de la tristesse. Alors, des fois, d'autres émotions cachent, mais on le sait au fond de nous. Et ça, c'est fabuleux parce que tout le monde a accès à ça. Et tu parlais de la peur aussi, et en plus un peu le thème d'actu en ce moment, on a peur, ouais. on a peur de tout. Et c'est vrai que tout à l'heure justement, je me faisais la réflexion là en pensant à notre échange. La peur, c'est souvent d'ailleurs de l'anxiété qui est souvent portée sur le futur. Et en fait, on a peur de quoi? On a peur de l'avenir, on a peur du futur. Mais finalement, en tout cas, par rapport à la peur, en ramenant son attention au moment présent, en fait, la peur disparaît parce que la peur, elle est liée à un événement futur. Complètement. Et en fait, c'est ça, 92 ou 93% des peurs sont liées à des films qu'on se raconte. Il y a 7% des peurs qui sont vraiment liées à des dangers. Tu es en voiture, quelqu'un te fait une queue de poisson, tu freines d'un coup. Heureusement que tu as peur, sinon tu t'emplafonnes le type ou la nana, tu vois. Donc, heureusement que tu as peur, et ça, c'est le réflexe qui fait que par cette peur réelle,
et cette peur instinctive, tu peux freiner. Mais 92%, 93% des peurs sont des films qu'on se raconte. Et effectivement, et c'est là qu'est le drame. Parce que là, ça c'est un sujet très très important. Le drame, c'est que comme on projette quelque chose qui n'existe pas, j'ai peur j'entends de cette situation anxiogène, j'ai peur de perdre mon entreprise, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur mille choses. Et le problème, c'est que comme le cerveau ne sait pas faire avec le vide, il a besoin de s'inventer une histoire. Mais là où est le vrai bug, et c'est là que ça fonctionne pas, c'est que quand il n'y a pas de vrai problème, puisqu'il n'y a que l'imagination d'un problème, et si je perdais mon entreprise, par exemple, ou si j'étais malade, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution à ça parce que le problème encore n'existe pas. Il n'est pas réel. Et là, il y a un vrai bug cérébral qui fait que on est en boucle autour de oui, mais si je perdais mon entreprise ou si j'étais malade ou si ceci et si cela, eh bien, il n'y a pas de solution à ça parce que le problème n'est encore pas réel. À l'inverse du problème réel, et on s'aperçoit que quand on a un vrai problème réel, là, on a beaucoup moins peur parce que là, on est en mode solution. On n'a pas le choix, il faut y aller. Parce que là, on n'a pas le choix. Donc, si je tombe malade, ben, ok, j'avais peur de tomber malade, mais maintenant, je suis malade. Donc, qu'est-ce que je mets en œuvre pour trouver des solutions à ça? Eh bien, les médicaments, le médecin, le machin, les démarches, etc. Et là, et moi, je discute, j'accompagne beaucoup d'entreprises et des gens qui avaient parfois des expériences douloureuses en entreprise et qui recréent une entreprise alors qu'ils avaient perdu la première. Et souvent, ils me racontent, en fait, le simple fait d'avoir peur de sans cesse la perdre, ben, ça m'a mis dans cette dynamique de focus sur ce qui n'allait pas et je me suis écroulée. Et en fait, quand il a fallu faire les démarches de dépôt de bilan, etc., ben, finalement, j'étais plus dans la peur, j'étais dans l'action. Et ça, je voudrais vraiment insister sur ce point de la peur, parce qu'aujourd'hui, on dit, j'entends beaucoup autour de moi, les gens que je rencontre, c'est oui, mais Maud, quand même, la situation est anxiogène. Et on répète en boucle que la situation est anxiogène. Je dis pas que c'est la meilleure période de notre vie, loin de là. Mais pour autant, si on prend au cas par cas, moi je parlais avec mon hôte, là, je confine chez des gens très sympathiques et qui disaient ouais mais Maud, tu vois, la période est anxiogène. Et je dis oui mais enfin, regarde, Evelyne, sincèrement, est-ce que toi, tout le monde le dit que c'est anxiogène, etc. Mais toi, on est là, on est au soleil, on est en train de prendre un thé, est-ce que c'est anxiogène ça? Non, pas moi, moi je suis à la retraite, moi ceci. Donc voilà, donc pour toi, la période n'est pas que anxiogène. Donc n'assimilons pas à une période difficile de façon globale, parce que oui, c'est anxiogène pour ceux qui sont sous respirateurs, pour ceux qui sont en première ligne, pour ceux qui se débattent avec leur commerce parce qu'ils ne peuvent pas réouvrir. Ça, c'est anxiogène. Et là, effectivement, il y a des gestes à faire. Mais plus on rabâchera les uns les autres que finalement, on est tous dans une période difficile. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la période la plus simple et la plus facile de notre vie, mais finalement, ça l'est peut-être pas à chaque seconde. Et si on focus, comme tu le dis, sur revenir à l'instant présent, là tout de suite, est-ce que ça va pas? Bah là tout de suite, ça va bien, je suis pas malade, il fait beau, je peux mettre en place mes projets, etc. Qu'est-ce que je fais de cette période pour aller vers, dans quelques semaines, on va tous déconfiner, il y aura plus de Covid parce que c'est la loi de ces années, on a tous connu des moments difficiles et puis des décennies difficiles. Il y a eu des guerres, il y a eu, ben voilà, tout ça, la maladie aussi. Donc le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je mets en place pour plus tard, dans quelques semaines, utiliser cette période. Si moi je travaille pas et que je suis pas en première ligne, si j'ai une santé qui va bien, qu'est-ce que je mets en place pour préparer la suite? Alors, en tout cas, parce que toutes les deux, on accompagne des personnes. Moi aussi, en tant que coach, je vois que toutes les personnes qui viennent à moi au début, elles sont dans des situations difficiles, compliquées. Elles sont à un carrefour de leur vie, souvent au niveau professionnel. Il y a un pont, une traversée du désert à faire. Elles savent pas où au niveau aussi, souvent relationnel. Et en fait, souvent, à la fin de l'accompagnement, elles se sont aperçues que c'était un merveilleux cadeau caché. Alors, l'emballage était pourri, mais par contre, tous ceux qui ont fait un burn-out et qui s'en sont tirés, et aujourd'hui, combien de personnes suite à un burn-out ont engagé ou ont commencé une reconversion professionnelle, combien de personnes qui se sont pris des claques d'une façon ou d'une autre s'en sont servis comme tremplin pour amorcer enfin un changement dans leur vie. Et donc, c'est pour ça que je te rejoins aussi que même si ce moment-là, il est difficile, où il peut être vécu de manière difficile aujourd'hui, ici et maintenant,
En tout cas, moi, j'ai la croyance que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Alors, peut-être pas de suite, ici, maintenant, et on le voit pas forcément comme ça dans l'instant. Moi, j'ai toujours la croyance de, voilà, et cette conviction, et on me rappelle toujours cette histoire de chance, malchance, qui sait? Chance, malchance. Qui peut le dire? Ouais, c'est ça, mais c'est ce que j'explique avec Kilomètre Zéro sur cette histoire de chance ou malchance, qui peut le dire. Le vrai sujet, c'est que je crois qu'effectivement, tu sais, c'est un peu comme tu pars pour un voyage, tu pars en bateau, tu quittes le port, la mer est calme et tout va bien. Et puis, tu sais très bien que si tu fais la traversée de l'Atlantique, tu vas vivre des tempêtes. Mais rester au port parce qu'il y aurait des tempêtes à traverser et ne pas pouvoir aller de l'autre côté dans ce voyage, bah effectivement, c'est rester chez soi, dans sa zone de confort, et là, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de sujet, il y a ce qu'on connaît. Mais est-ce qu'on est vraiment bien? Est-ce qu'on peut grandir vers ça? Non. Après, il y a les événements de la vie qui sont douloureux et ô combien, je dirais qu'on peut poser la question encore une fois à toutes les personnes au monde. Tout le monde a vécu des moments difficiles et malheureusement, je le crains qu'on en vive d'autres aussi, parce qu'on a tous des moments de douleur, de séparation, de perte d'emploi, de perte de gens qu'on aime profondément, etc., etc. Et toutes ces douleurs-là, on les vit parce qu'on est des êtres humains. Et je crois qu'effectivement, le pont entre le moment où ça va pas du tout, jusqu'au moment où on va accéder à cette haute grandeur, cette haute zone plus confortable et bien plus magique, eh bien, ça nécessite effectivement ces turbulences. Et je dis pas qu'elles sont simples, je dis pas qu'elles sont confortables et c'est même parfois tragique. Mais là où je te rejoins, c'est que je pense que le plan est toujours parfait et que notre commande est toujours servie. Et même si c'est pas toujours à l'instant, il y a évidemment, comme tu le disais pour cette journée, tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, le théâtre est plein, etc. Et là, il y a les événements de la vie qui disent, bah non, Mélane, ça sera pas aujourd'hui, on est tous frustrés, etc. Mais moi, j'ai l'intime conviction que ce sera pour quelque chose d'encore mieux et on sera au bon endroit, quel qu'il soit. On sera au bon endroit. Donc oui, les frustrations, les peines, les douleurs, les émotions font partie de notre quotidien et de notre vie, mais on peut aussi se servir de ça comme un trampoline et même des marches, un escalier pour aller encore plus loin, plus haut, parce que une chose est sûre, et ça je l'ai tellement testé avec les gens que j'accompagne, à chaque fois qu'on prend le temps de dépasser ce qui nous arrive, déjà on se connaît beaucoup mieux. Ça nous donne une force terrible. Ça nous ramène à notre humanité, à notre humilité aussi. Parce que quand on vit des choses douloureuses, on est plus vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il sort quelque chose plutôt que d'être barricadé derrière des forces, etc. On se rend compte que dans cette vulnérabilité, on sort des choses. Et puis, on se rend compte que on se disait avant, jamais j'aurais pu dépasser ça, jamais j'aurais pu penser que j'ai la force de dépasser ça. Et puis finalement, toutes ces peurs-là, on les dépasse et on en grandit. Donc, encore une fois, je souhaite à personne de vivre des choses difficiles, mais comme on n'a pas le choix que de les vivre de toute façon à un moment donné de notre vie, sur des petites choses, sur des grosses choses, eh bien, je crois que oui, on peut passer, se grandir, et puis, moi, je crois à l'inspiration aussi. Tout ce que j'ai vécu de difficile, j'aime le partager. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs, ou je fais des conférences. J'aime le partager parce que ce que j'ai vécu moi, dans les difficultés et les douleurs, des millions de personnes l'ont vécu avant moi, et puis des milliers le vivront après moi. Et donc, si de ces moments difficiles, on peut partager des choses qu'on a vécues à cœur ouvert, avec nos forces, nos faiblesses, avec j'ai trébuché, je suis tombée, mais voilà comment j'ai trouvé des clés pour m'en sortir. Peut-être que ça peut vous aider. Là, à ce moment-là, naturellement, il y a un partage d'humain et on met tout son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres. Hein, c'est le propre du coaching aussi. Quand on accompagne, on met son pouvoir pour l'autre. Et là, il se passe des choses assez magiques. Merci en tout cas pour ce partage. Merci à toi. Il y a beaucoup de commentaires, mais moi j'ai un peu du mal à suivre parce que j'ai envie aussi de rester focus sur toi. Mais en tout cas... Et moi je t'aide pas parce que du coup, effectivement, j'ai du mal et à te parler et à lire. En tout cas, merci en tout cas de participer, c'est super. Merci, ouais. D'ailleurs, si vous avez des questions en lien avec ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas. D'ailleurs, voilà, j'ai proposé de poser les questions avant le live, donc sur ma page. Et donc, il y en avait une sur le deuil. Je vais essayer de la retrouver si ça s'affiche.
Et moi, je lis en même temps les commentaires ouais, qui défilent. Merci, je suis très touchée. Je suis ravie que mes livres évidemment puissent vous aider et merci à vous parce qu'on s'entraide les uns les autres. C'est ça qui est fabuleux, c'est que votre expérience, je vois bien à travers toutes ces rencontres que je peux faire dans les conférences, dans les dédicaces, même si là pour l'instant on est un petit peu frustrés tous. Mais très bientôt, on va encore mettre plus d'énergie pour s'embrasser les uns les autres. Ça va être grandiose. Là, quand on va se retrouver, là, ça va être vraiment l'apothéose des embrassades là, on va y mettre tout notre cœur quand tout sera passé. Et j'ai l'intime conviction qu'on va pas vivre 2021 comme ça, tous confinés. Donc non, on va se retrouver gentiment dans un premier temps, mais ensuite, on va y aller. Écoute, alors, j'ai retrouvé. Alors, c'est une question sur le deuil. Enfin, c'est une question. Il n'y a pas vraiment de point d'interrogation, mais j'imagine en tout cas que la personne aimerait peut-être avoir ton avis sur le deuil. Donc, question sur le deuil, les différents deuils qu'on peut traverser dans une vie, avec la colère, le chagrin, l'acceptation et tout ce qui est lié à devoir lâcher, laisser partir, abandonner pour recommencer à vivre, avancer. Une expérience qu'on croit acquise quand on l'a vécue une fois, mais non en fait. Alors, je ne sais pas ce que tu aurais envie de répondre à ça. Alors, merci déjà pour cette question parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose d'assez important à comprendre. C'est pas parce qu'on vit une fois les choses que effectivement on est sorti de l'histoire et on est sorti de l'auberge parce que à chaque fois il y a des choses plus compliquées qui viennent. On est comme si la vie nous mettait des obstacles à chaque fois. Alors le deuil, déjà on est amené à faire des deuils très régulièrement. Et quand on dit deuil, on dit souvent, oui, j'ai perdu une personne chère qui est décédée. Mais c'est pas vrai. Un deuil, c'est 1000 choses à faire. On parlait de la tristesse tout à l'heure. La tristesse nous parle du deuil. C'est-à-dire que c'est la perte de quelque chose. Alors ça peut être un deuil, mais même microscopique, de je casse ma tasse préférée. Voilà, c'était ma tasse préférée. Je dois faire le deuil de ça et j'ai une micro-contraction de perte. Et donc de tristesse. Jusqu'au deuil, évidemment, de perdre une personne chère. Lors d'une séparation, lors d'une mort, etc., d'un décès. Donc, les phases du deuil, évidemment, sont extrêmement lourdes et puis prennent plus ou moins de temps. Comme je le disais tout à l'heure, la souffrance est vraiment liée au temps de l'acceptation. Et évidemment, le temps de l'acceptation, c'est pas le même quand on perd une mug que quand on perd une personne qu'on aime profondément, parce qu'on passe par ces phases d'émotion. On connaît tous pour certains ou ceux qui ne connaissent pas les courbes du deuil, c'est vraiment de passer par des moments de colère, de tristesse, à nouveau de peur, et jusqu'à cette phase qu'on appelle la plus dépressive, le creux de la vague, l'état dépressif, qui n'est pas une dépression, et pour ensuite commencer à reprendre espoir et puis vivre autre chose. Donc ces phases de deuil qui sont extrêmement difficiles quand on le vit, eh bien il faut les passer. Et effectivement, même si on a déjà passé un deuil, mais même un deuil de lourd, c'est toujours très compliqué de faire le deuil parce que ça nécessite d'accepter de lâcher. Et le deuil commence réellement à partir du moment où il n'y a plus l'espoir. L'espoir de la relation ou de récupérer ma tasse ou tu vois. Donc c'est à partir du moment où on parlait tout à l'heure qui est lié au futur, là en fait c'est arrêter de s'accrocher au passé en fait. C'est accrocher de s'arrêter au passé, mais même au futur, de l'espoir d'un futur. Tu vois, le problème du deuil, c'est bien souvent les gens restent dans le deuil parce qu'ils gardent l'espoir de mais non, c'est pas possible que j'ai à faire ce deuil, c'est pas possible que cette personne soit partie, c'est pas possible que j'ai perdu mon travail, c'est pas possible. Il y a toujours l'espoir de mon patron va me rappeler, mon mari ou ma femme qui m'a quitté va me rappeler, et on va repartir. Donc, tant qu'on est dans cet espoir, on s'accroche à un futur et on n'accepte pas l'état actuel. Et c'est toute la difficulté du deuil, c'est qu'on peut ressentir évidemment ces colères, cette tristesse, cette peur, mais tant qu'on garde et on s'accroche à cet espoir, le deuil est difficile à commencer. Alors il a commencé bien sûr, on vit les émotions, mais la phase de retour, puisque la phase de deuil descend, va jusqu'au creux de dépression pour ensuite repartir vers le positif et vers l'ouverture et vers le retour à la vie et à la joie. Mais avant de passer ça, il faut passer jusqu'au bout de ce creux pour ok, là il n'y a plus d'espoir et une fois que je lâche cet espoir, commence l'acceptation et à partir de ce moment-là, je peux me réouvrir.
Donc, pour répondre à la question de cette personne, évidemment, c'est pas parce que j'ai vécu un deuil que le deuil d'après il est plus simple ou plus rapide. Pas du tout. Ça dépend vraiment des circonstances et c'est vrai que par contre, ne pas prendre le temps d'accueillir tout ça, c'est dramatique parce que finalement on met ça sous le tapis et puis à un moment ça nous pète à la figure à un moment ou un autre et ça c'est nécessaire effectivement de commencer à voir les choses un petit peu autrement et de prendre le temps de faire ce deuil parce que quel que soit le deuil, encore une fois, la perte d'un travail, c'est un deuil énorme. Hein, c'est des remises en question, de la confiance qui disparaît. Alors pour un peu qu'on soit pas tellement en confiance, bah c'est la catastrophe. Qu'on perde évidemment la personne qu'on aime, c'est une catastrophe. Qu'on perde un être cher, même si ça rentre des fois dans la logique des choses. Hein. Tu perds ton grand-père, bon bah c'est la logique des choses. Ouais, mais enfin la logique quand même, c'était ton pilier dans ta vie et logique ou pas logique, t'as mal quoi. Donc tu vois, c'est vraiment de prendre ce temps de l'acceptation. Donc voilà. En tout cas, bon, merci pour ton partage sur. C'est vrai que c'est une question un peu délicate, en tout cas, quelque chose à vivre de délicat, c'est sûr. Justement, oui, vas-y. Oui, justement, il y a une autre question, c'est comment sortir d'un sentiment de frustration quand la situation ne dépend pas de nous. Ah oui, alors ça, c'est vraiment une belle question aussi. C'est la question que j'avais vue passer rapidement. Merci pour cette question aussi. Alors, là, je vais être dans le dur parce que je pense que quoi qu'il arrive, il y a une partie de nous qui peut reprendre le pouvoir de la situation. Comment sortir d'un sentiment de frustration quand la situation ne dépend pas de nous? Évidemment, là, si je parle de bah oui, mais mon patron m'a viré, ça dépend pas de moi, il m'a viré, et voilà. Ou ma femme, mon mari m'a quitté, ça dépend pas de moi, moi je l'aime toujours, mais il ou elle est parti et ça dépend pas de moi. Oui, c'est vrai, il y a toute une partie qui ne nous appartient pas. Et contre ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Et tant qu'on essaye de faire changer l'autre, ça ne fonctionne pas. En revanche, il y a toute une partie qui nous appartient. Parce que lié à ça, encore une fois, j'ai le droit d'accepter ou de ne pas accepter. J'ai le droit de rester dans ma frustration ou pas. Et le dépassement, pour répondre à la question, de cette frustration, elle vient de soi. Et ça, c'est fondamental à mon sens de le comprendre. Pourquoi? Parce que quand on comprend que finalement, j'ai les rênes de ma vie et je peux reprendre la télécommande de ma vie, alors là, naturellement, bien sûr que je dis pas que ça va faire revenir la personne ou je dis pas que le patron va vous réembaucher, mais pour autant, de cette expérience-là, puisque de toute façon, quelle que soit la relation, elle doit se faire à deux, hein, relation sentimentale, relation amicale, relation parentale, familiale ou professionnelle. S'il y a relation, bah, il y a même 3 intervenants, il y a l'autre, il y a moi et puis il y a la relation. Et pour garder ça, il faut que naturellement, tout le monde soit d'accord pour faire la même chose. S'il y en a un en face qui n'est pas d'accord, la relation me frustre. Moi, je veux être avec cette personne, mais l'autre ne veut pas de moi. Donc, je suis frustrée. Et contre ça, vous ne pouvez rien faire. Que l'autre revienne ou revienne pas. Mais par contre, vous pouvez ne plus être frustré. Vous pouvez aussi prendre le temps de cette acceptation, le temps de ce deuil, et puis de rebondir en vous disant, voilà, c'était peut-être pas la bonne personne. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que, moi, je le fais dans les conférences, je pose la question aux gens qui ont déjà connu une séparation. Tu aperçois que 100% des gens ont déjà connu une séparation. Tout le monde peut lever la main sur le sujet. On a tous soit été largués, soit on s'est séparés. Enfin, soit on a provoqué cette séparation. Mais dans les deux cas, on a tous subi une séparation. Et quand je pose la question à la salle, souvent je dis, bon, qui a déjà subi une séparation? Tout le monde lève la main. Et qui, après le temps, à trouver le confort de cette séparation. Parce que finalement, alors pas sur l'instant c'est le drame, hein. Sur l'instant c'est non, je veux rien vivre de mieux, c'était la personne de ma vie, j'ai plus qu'à me pendre, c'est l'enfer. Mais la réalité, c'est que quand tu poses la question quelques mois après, donc tu te dis, bah voilà, toi ta séparation c'était il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que c'était pas exactement ce qu'il te fallait parce que tu as rencontré la bonne personne, tu es au bon endroit, c'est vraiment l'homme de ta vie que tu as trouvé alors que l'autre, eh ben, il était bien, mais finalement, il me correspondait pas tant que ça, et puis il m'aimait pas aussi fort que je le croyais, et puis moi, je donnais tout, etc., etc.
Et on s'aperçoit que finalement, oui, sur l'instant, il y a une frustration, évidemment, c'est même l'enfer. Mais du coup, on peut naturellement se dire, ben voilà, avec un peu de temps, on va se rendre compte que c'est une autre personne, le plan, encore une fois, est toujours parfait, une autre personne va arriver dans votre vie, vous allez réouvrir votre cœur, vous allez vous aligner à un autre endroit, à un autre niveau de vibration, et là va rentrer dans votre vie la bonne personne que vous attendiez depuis toujours et qui est bien mieux que votre ex, que pour lequel vous ne vous remettrez jamais, jamais, jamais la même. Et pour autant, voilà. Donc voilà, je crois que ouais, tu vois, c'est un schéma à prendre qui est sur l'instant c'est l'enfer, mais après peut-être que voilà, mon ex m'a largué, mais tout va bien parce que finalement voilà, je vais retrouver. Et 100% des gens qui ont été largués savent me dire, j'en accompagne tous les jours, savent me dire sur l'instant c'était l'enfer, mais maintenant je vis le grand bonheur avec une personne qui me correspond complètement. Ben, c'est clair, je pense que vous pouvez confirmer dans les commentaires. Je pense que ça parle à tout le monde ou quasiment. Voilà. Et pareil pour le boulot, hein, j'allais dire pareil pour le boulot. Hein, mon patron m'a licencié, c'était l'enfer, j'ai vécu l'enfer, mes peurs de plus pouvoir payer mes factures, etc. Et puis en fait, ça a laissé émerger tellement de projets. Je suis devenue celle que je suis devenue parce que justement, heureusement, mon patron m'a viré, etc., etc. Donc c'est toujours le même schéma. Sur l'instant, c'est l'enfer, mais après, tout le monde, 100% des gens savent dire que. Alors après, je mets un tout petit bémol quand même. Il y a 0,01% des cas où là, on parle de drame. J'ai perdu mon enfant, c'est un drame. Alors, attention, hein, je suis pas en train de dire que le plan, voilà. Je suis juste en train de dire que, à part ces bémols d'injustice, j'ai pas de réponse à ça. J'ai rencontré des gens là qui disaient voilà, moi j'ai perdu mon fils ou ma fille d'un accident tragique. Non, non, je suis pas en train de dire que ça ira mieux demain. Il faut pas faire du positivisme à tout va. Je dis simplement que dans 99,9% des cas, et heureusement, dans 99,9% des cas, on se fait tout un drame de choses qui sont pas dramatiques et qui vont nous amener du mieux. Après, dans 1% des cas ou 0,1% des cas, là, bien sûr qu'il y a des bémols et je ne veux pas faire une généralité de ce que je suis en train de dire et évidemment que je mets toute mon empathie et toute mon énergie pour ces gens qui vivent des drames que je n'explique pas et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ouais. En tout cas, de toute façon, tout ce que tu dis, ça rejoint un peu le fil conducteur de notre échange, c'est plus vite on va aussi accepter la situation, aussi inconfortable soit-elle, et plus vite on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et donc, en fait, on ne parle que de deuil, en tout cas que d'acceptation de ce qui est, et ce qui est, que ce soit confortable ou inconfortable, et plus vite on va être dans l'acceptation. Et ce que tu dis aussi, c'est que, en fait, moi j'appelle ça la foi aussi, avoir la foi en la vie, que le plan est toujours parfait, que tout est juste, et que même si sur le moment je le vois pas comme ça, en tout cas sur le moment de ne même pas essayer de comprendre, mais en tout cas d'avoir la foi, la confiance que un jour peut-être je comprendrai, et certainement je comprendrai que un jour je remercierai ce moment-là. C'est clair, ça c'est sûr. Et dans un premier temps, moi ce que je fais aussi, c'est que je prends aussi le temps de mes limites. Je vis quelque chose de douloureux. J'essaie pas de me dire plus tard, tout de suite ça ira mieux. C'est plutôt, j'accepte. J'ai mal, j'ai peur, je suis triste ou je suis en colère, etc. J'accepte que ma limite c'est celle-là et que pour l'instant j'ai besoin de rester dans ma tristesse. J'accueille aussi ce qui vient. Et ça c'est très important parce qu'encore une fois on nous l'apprend pas. C'est mais non, tu dois pas être triste, tu dois pas être en colère. Eh oh, 2 secondes, hein. Respire et t'as le droit. C'est très important de prendre ça et de ne pas, quand il y en a un, mais non, sois pas triste, un perdu, 10 de retrouver. Non, un de perdu, quoi. Donc, un de perdu, je prends le temps de l'accueillir, j'ai mal, j'ai le droit d'être triste et je rassure la partie de moi qui a mal, je prends le temps de ça. Mais là où je te rejoins, c'est que effectivement, dans cette foi, j'ai le sentiment, j'ai l'intime conviction que ouais, le plan est toujours parfait et que j'ai confiance en quelque chose de plus grand, l'univers qui va m'amener la bonne personne pour vivre ce que j'ai à vivre dans la commande que j'ai passée sur la suite. Donc, c'est ça le sujet. Et là, je te rejoins. Mais tu vois, la première étape, c'est peut-être simplement d'être rassurant vers soi, de prendre le temps de rassurer la partie de nous qui a peur, qui a mal, qui est en colère, etc. Ce que tu dis, ça fait penser à moi quand je me suis la dernière fois que je me suis fait larguer.
il y a quelques années, j'étais mais au fond du trou parce qu'en plus je l'ai pas vu venir, mais du tout, du jour au lendemain. D'ailleurs, quand il m'a C'est le dit pire d'ailleurs. C'est le pire. ouais, quand il m'a dit j'ai besoin qu'on fasse une pause. En fait, c'est au téléphone en plus, et je lui dis de quoi t'as besoin de faire une sieste? Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, le déni fait partie de cette phase du deuil. Le déni, c'est aussi ça. C'est partie de la phase du deuil qui est douloureuse et non acceptable. Donc, je nie. Non, non, c'est pas possible que ça m'arrive. C'est de quoi tu me parles. Et donc, la réaction, c'est effectivement, tu fais une sieste, une pause. Oui, il va dormir. T'as besoin de te reposer. Je dis non, mais j'ai besoin d'une pause entre nous. Ah d'accord. Et je me souviens, donc j'étais vraiment très très mal, et j'ai une amie qui m'a dit ouais, tu sais Maïlan, les mecs c'est comme le métro, t'en loupes un, il y en a 10 derrière qui arrivent. Mais oui, et puis t'as pas envie d'entendre ça sur l'instant. La partie de toi qui souffre terriblement, elle a juste envie. Et d'ailleurs, ça, j'encourage aussi les gens qui aident leurs amis. C'est ouais, juste un peu d'empathie. C'est t'as mal et c'est juste normal que t'aies mal. Tu l'aimais, t'as pas vu venir le truc. C'est juste normal que t'aies mal et et accepter ce flot de tristesse. Faut savoir que les larmes sont libératrices. Et quand il y a une émotion, ça libère aussi quelque chose. Et ça crée l'ocytocine, hein, qui est l'hormone du plaisir et de l'attachement, donc d'aller vers cette libération pour se sentir mieux. On sait bien que d'ailleurs quand on pleure, même si c'est douloureux sur l'instant, on se sent beaucoup mieux avec ça. D'ailleurs, donc je peux confirmer que aussi, si je fais cet entretien ce soir avec toi, que j'ai une chaîne YouTube, que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, que je suis coach, tout ça, c'est suite à un enchaînement de circonstances où pendant 3 ans, je me suis pris des vents en entretien parce que je voulais rester salariée pour ma sécurité de l'emploi et que ça marchait pas et que les portes se fermaient les unes après les autres. Et au bout de 3 ans, quand je me suis pris la dernière porte et que j'en ai pleuré justement pendant 3 jours en me disant mais qu'est-ce que j'ai loupé en fait, là je sais plus quoi faire, et qu'en fait il me restait la seule solution que j'avais peur de prendre, qui était de me lancer 100% à mon compte. Et du coup voilà. Et je remercie, et je m'en souviens que j'avais passé un entretien pour être formatrice en entreprise, que le recruteur m'avait dit au téléphone, il m'a dit voilà Maïlan, je vais te dire quelque chose, mais vraiment prends-le comme un cadeau. Il me dit je vais pas pouvoir te prendre, t'es faite pour ce métier-là, mais moi je vais pas pouvoir te prendre parce que tu es trop bienveillante pour le milieu de l'entreprise. Mais je te jure, prends-le comme un cadeau. Tu vas me remercier. Et aujourd'hui, je le remercie parce que s'il ne m'avait pas dit non, en fait, il m'aurait, comme il me l'a dit, il m'a dit parce que si je te dis oui, je t'envoie dans le mur, je t'envoie dans la fosse aux lions. Et aujourd'hui, je le remercie, et en tout cas, ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire, la conversation que j'ai eue avec lui. Et vraiment, aujourd'hui, je le remercie parce que sans ça et sans toutes ces difficultés que j'ai rencontrées sur mon parcours, je serais pas en train de faire cette entrevue avec toi aujourd'hui, en fait. Donc, bien sûr que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Et puis, tu as dépassé des peurs énormes parce que tu revenais peut-être dans une zone un peu de confort sur ton connu, l'entreprise, ton poste, etc. Et puis là, tu as dû te dépasser complètement, déjà d'être à ton compte et puis de faire ce que tu fais, d'organiser des événements comme ça, hein, l'Apollo théâtre qui va être, hein, parce qu'on est quand même dedans, même si c'est pas samedi, on va le faire l'année prochaine, on le reporte, il est juste reporté. Tu vois, d'organiser des choses comme ça t'a demandé énormément de courage, ça t'a challengé sur des choses profondes en toi, et tu peux partager ça. Et tu nous permets, puisque moi je suis avec toi ce soir, tu nous permets aussi d'avoir des partages avec les autres, d'être qui nous sommes. Et bravo, parce que c'est sur l'instant c'est complètement inconfortable, c'est même terrifiant, mais c'est en dépassant ça que tu es au top de ce que tu peux faire et de ce que tu peux offrir. Et moi je dis toujours, ça c'est vraiment mon leitmotiv, je me dis toujours, dans quelques temps je serai sur mon lit de mort, et je ne veux rien regretter. Donc, qu'est-ce que je peux faire chaque jour? Je me le dis, qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais rien regretter sur mon lit de mort? Et ok, ça, j'aimerais le faire, mais ça me fait trop peur. Eh ben, je le fais quand même parce que je veux pas regretter. Je veux que chaque choix, chaque seconde est un choix. Si je me dis, ouais, on fera ça demain, on voit bien que demain n'existe pas et n'existera jamais. Oui, mais je serai heureuse plus tard. Oui, mais plus tard, ça n'existe pas. Et en tout cas,
confinement, en tout cas le premier, enfin depuis cette année, en fait, je trouve que cette période-là, en tout cas moi personnellement, la plus grande leçon que j'en retire, c'est si tu as envie de le faire, fais-le maintenant, parce que demain, tu sais pas si tu vas pouvoir le faire. Il y a plein de voyages que je voulais faire que pour l'instant, je peux plus faire en attendant, enfin, c'est entre parenthèses. Et je me dis, je suis contente. Là, notamment, l'année dernière, je suis partie justement au Kenya avec. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai suivi l'impulsion, j'ai envie de le faire, je le fais. Parce qu'au moins, j'ai pas de regrets. Et d'ailleurs, souvent, on se pose la question de est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais en fait, déjà, posons-nous la question, est-ce qu'on a eu une vie avant la mort? Et c'est ça que tu dis. Pendant la vie. Pendant la vie, ouais, pendant la vie, mais c'est tout à fait ça. Et on se rend compte à quel point le plus tard, et encore aujourd'hui, tu vois, dans cette période de confinement, fin d'année dernière, on était là, bon alors pour 2020, j'ai tel projet, tel truc, hein. Et en fait, bah, on s'aperçoit que nos projets, on les fait pas toujours parce qu'il y a des événements extérieurs. Moi, j'ai vécu, je suis passée 3 fois à côté de la mort, arrêt cardiaque, enfin, etc. Je vous passe les détails. Mais pour autant, tu vois, quand tu te réveilles de ça, tu te dis, ah ouais, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Pour tout le monde, on sait pas quand ça s'arrête. Et comme on sait pas quand ça s'arrête, bah, autant profiter de l'instant. Tu vois, de l'instant, je partageais un moment cet après-midi avec une amie. Vraiment de vivre là, on était face à la mer, c'était juste magnifique. Et je me dis, mais tu vois, d'être là, au soleil, là, juste dans cet instant-là, j'ai envie d'être nulle part ailleurs. Et quand tu vis ça, et quand tu vis cet instant-là, tout comme là, je suis avec toi, avec les gens qui sont connectés, qui nous amènent cette belle énergie, parce que si on vit cet instant, c'est parce qu'on est tous ensemble et parce que même si on n'est pas les uns à côté des autres, on vit cette énergie et on la partage. Mais j'ai envie d'être nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chaque seconde que tu vis, ben, elle te sera jamais rendue. Donc, si tu décides d'être là, avec moi, déjà, c'est un cadeau pour moi. Moi, j'ai pas envie de me dire, ah ouais, mais là, attends, je vais penser à ce qui va se passer dans 1 heure ou machin. Non. J'ai envie d'être là dans cette pleine présence parce que cette seconde-là, elle ne sera jamais rendue. Et ça, c'est vraiment important parce que le plus tard n'existe pas. C'est maintenant que ça se passe. Et connecter la joie, tu vois, la joie que je peux ressentir en te parlant, en étant en interaction avec les personnes qui sont avec nous, eh bien cette joie-là, elle ne peut être vécue que dans ce moment-là. C'est pas plus tard que je vais me dire ah j'avais passé un bon moment. Alors oui, je peux avoir un bon souvenir, mais connecter cette joie, c'est maintenant dans la vie. Donc oui, je crois que non, c'est pas plus tard que ça se passe, c'est maintenant et c'est dans cet instant que tout se crée. Et ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de vision. Tu vas parler de l'événement qui se passera l'année prochaine. Tu nous donneras la date prochainement. Mais voilà, on peut avoir la vision de on construit quelque chose pour plus tard. Mais tu vois, je suis dans l'instant à construire quelque chose pour plus tard. Hein, je dis pas qu'il faut pas avoir là, en ce moment, je profite de cette période de confinement pour écrire, pour mettre en place des voyages, des ateliers, etc. Bien sûr que c'est pour plus tard, je ne vais pas le vivre maintenant, mais pour autant, c'est dans cette intention-là de présent, de cette joie de vivre, de cette envie de partage que je peux créer des choses pour autant quelques semaines, pour des confinements. Vivre dans le moment présent, ça n'empêche pas d'avoir des projets. Mais c'est à l'inverse, de ne pas vivre que pour ces projets dans l'attente d'un demain, d'un futur qui n'arrivera pas. Exactement. Exactement. Donc, c'est un juste équilibre aussi. Donc, est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose qui est importante pour toi ce soir? Ce qui est vraiment fondamental pour moi, c'est que je sais que la vie, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup de remise en question, et plus on avance en âge, et moins on a de certitude. Moi, je m'en rends compte, hein, j'approche les 50 ans, et plus ça va, moins on a de certitude. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que chacun a quelque chose à partager. Chacun a quelque chose de profond. Il y a une étude qui avait été faite, j'aime bien la partager, on a très très peu de chances de naître sur Terre. On a très peu de chance. C'est-à-dire que globalement, s'il y a un médecin un docteur en sciences, qui est médecin aussi, qui est professeur à Harvard, qui a calculé la probabilité qu'on avait de naître. Alors ça, c'est extraordinaire parce que il a croisé, sans remonter à des générations d'avant, mais il a croisé des statistiques qui est que notre père rencontre notre mère et puis qui s'aiment et puis qui se le disent et puis finalement qui sortent ensemble et puis que finalement ils se marient et puis ils décident d'avoir des enfants et puis que parmi les milliards de spermatozoïdes, ce spermatozoïde-là rencontre cet ovule-là. Enfin bon, je te la fais courte, mais globalement, on a une chance sur 700 trillions de naître. Alors, un trillion, c'est un 1 et 18 zéros derrière. Hein. Donc, tu vois, on a 0,2007 chance de naître. C'est-à-dire,
aucune chance de naître quasiment. Et moi, ce que j'aime partager, c'est que on a tous quelque chose à apporter sur Terre, on a tous quelque chose parce qu'on n'avait aucune chance de naître. Et si on est là, c'est qu'il y a quelque chose à partager. Donc, j'allais dire à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, si j'ai qu'une seule chose à partager et que j'aimerais que vous reteniez de ce moment passé ensemble, c'est ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. Parce que c'est ça le cadeau que vous avez à offrir. Merci à toi d'avoir engagé ce moment assez extraordinaire comme toujours et j'ai hâte, même si je vais profiter de chaque moment entre-temps, j'ai hâte aussi de te rejoindre sur scène pour cet événement des Guerriers Pacifiques. Merci beaucoup Maud et notamment pour là ton dernier partage parce que c'est exactement ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne. Voilà, faites en tout cas oser offrir au monde ce que vous avez de plus beau et chaque personne est importante et est importante et chacun on a notre juste note et notre couleur à apporter. Et c'est hyper important qu'on n'est pas plus important que quelqu'un d'autre, pas moins important, que chaque couleur a sa teinte, chaque personne a sa teinte et a sa raison d'être, et on a chacun notre unicité. Et voilà. On est tous liés, tous très liés en plus. Très, très, très liés. On est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel, donc merci pour ce message-là, et ça me touche d'autant plus parce que justement, moi, j'ai une personne que j'ai commencé à accompagner l'année dernière et que j'ai appris à mis fin à ses jours cette année. Et je pense que le contexte actuel ne l'a pas accéléré un petit peu son geste. Et c'est là où, voilà, ça m'a rendu vraiment très triste de me dire, cette personne-là, en tout cas, voilà, je l'avais vue qu'une fois, mais je voyais déjà son potentiel, je voyais déjà sa lumière, je voyais ce qu'il pouvait apporter au monde. Et je me dis, c'est tellement dommage que nous, en fait, on puisse pas se voir, en fait, comme ça. En tout cas, qu'il lui, il n'ait pas pu se voir comme moi, je le voyais. Et c'est tellement dommage. Donc, c'est hyper important aussi de rappeler ça. Bien sûr, et ça nécessite de dépasser ces peurs. C'est très courageux, le bonheur. C'est une lutte sans cesse vers une conscience, etc. Mais ça vaut le coup, vraiment. Donc, et il n'y a pas de jugement à avoir quand on peut plus. Il y a des gens, effectivement, il y a beaucoup d'interactions et de gens peuvent mettre fin à leur vie, et ça, malheureusement, quand on est à bout, bien sûr. Mais je crois qu'effectivement, on a tous une main à tendre, et si on prend la main de chacun, et si on se laisse prendre la main, il se passe quelque chose de grandiose. Donc oui, je crois que c'est notre devoir d'avoir un peu le courage d'être qui l'on est, et puis c'est surtout qu'au-delà du courage, on sent à quel point on peut vivre des grands moments de joie et de bien-être et de bonheur. Et c'est vrai qu'on peut le faire ensemble, et ta démarche d'aller interviewer des gens, d'aller mettre des gens sur scène, d'aller accompagner des gens, c'est vraiment une démarche de cœur, et merci pour ça, Mélane, merci pour qui tu es. Écoute, merci beaucoup, Maud, merci à toi pour cet échange ce soir, pour ta sagesse, voilà, et je sais que tu es énormément apprécié. Il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir qui t'adorent, qui t'aiment, qui sont fans. Mais moi aussi, je suis fan de mes lecteurs, je suis fan des gens, parce que c'est vraiment un échange. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui enseigne et des gens qui écoutent. C'est plutôt co-créer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, ça m'aide à grandir. À chaque fois que un lecteur tombe dans mes bras lors d'une dédicace ou dans des conférences, ça me fait grandir parce qu'on échange, parce que chacun est sage et expert de sa vie. Chaque personne est expert de sa vie, et cette expertise, quand on la partage, on grandit les uns les autres. Donc moi, je partage à mon humble niveau mon expertise de ma vie, parce que je suis experte de ma vie, mais les autres sont experts des leurs, et c'est cette co-création qui est fabuleuse. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, merci encore, Maud. Hâte de découvrir ton 3e roman. Moi aussi. De te retrouver sur scène. Je l'espère. Je vais pas, pour l'instant, voilà. J'attends la confirmation de l'Apollo pour la date, pour tous les intervenants aussi. Et donc, puis, ça restera à Paris. Ça restera à Paris. Hein. C'est ça, tu regardes à Paris. Ouais. L'événement est à Paris, et les Parisiens vont être ravis parce que je fais très peu de scènes à Paris. Pourtant, je suis parisienne, mais je fais très peu de scènes à Paris, donc c'est bien que tu gardes Paris. Je leur avais promis que je ferais sur scène. Oui. Je garde tout comme c'était prévu. Il y a juste la date qui change, et puis la date que je t'ai proposée tout à l'heure, a priori, ça sera celle-là. Mais voilà. Donc ça sera allez. Et puis en tout cas, merci
Merci à vous tous. Merci à toi, merci à tous d'avoir participé et puis, Très bonne soirée. à très bientôt. Ciao. À très bientôt.